maladie est un état anormal qui affecte négativement une partie ou la totalité d'un organisme. Elle naît d'un déséquilibre entre un organisme et son milieu. Les origines de la maladie peuvent être diverses. Un affaiblissement des moyens de défense de l'animal sur des animaux jeunes, âgés ou des femelles gestantes, une réaction contre ses propres cellules comme les maladies auto-immunitaires, un déséquilibre alimentaire entraînant des maladies métaboliques ou encore le milieu physique comme le bâtiment pouvant engendrer des boiteries ou des problèmes respiratoires. Les agents pathogènes vecteurs de maladies sont les bactéries, les virus, les champignons ou encore les parasites. Les agents pathogènes ont donc un pouvoir pathogène, c'est-à-dire qu'ils peuvent provoquer une maladie. Il existe des agents pathogènes peu spécifiques qui peuvent toucher beaucoup d'espèces et des agents pathogènes spécifiques qui touchent certaines espèces ou certains organes. On associe également une notion de virulence à un agent pathogène, c'est-à-dire la capacité d'un micro-organisme à envahir rapidement l'hôte et donc à provoquer une maladie. Il existe différents réservoirs de maladies. Les animaux entre eux, l'auto-infection, l'habitat, l'eau, le sol, l'air ou encore l'homme. Une maladie peut être transmise de différentes façons. La transmission peut être directe ou indirecte. La transmission directe se fait d'un animal malade à un animal sain de façon verticale, donc de la mère à son petit, ou elle peut être horizontale, donc entre congénères. La transmission indirecte par l'intervention d'un ou plusieurs vecteurs animés comme les moucherons pour la FCO ou inanimés comme la machine à traire pour la mamite. Il existe différents types de maladies qui affectent les animaux, mais aussi les humains. Les maladies peuvent être pulmonaires, digestives, neurologiques, dermatologiques, cancéreuses, génétiques, infectieuses ou encore cardiovasculaires. En élevage, un troupeau qui produit est un troupeau en bonne santé. Cependant, lorsqu'une maladie s'installe, elle n'est pas sans conséquences. Ces maladies ont un impact sur le fonctionnement général de l'exploitation et plus particulièrement sur l'économie. Les maladies affectent l'économie de l'exploitation. Un animal malade est un animal qui produit moins. Une baisse ou une absence de production, que ce soit de lait ou de viande, entraîne une perte d'argent pour un éleveur. Si la maladie amène à la mort de l'animal, l'exploitant perd des animaux, donc de la production, mais également des animaux servant au renouvellement du troupeau si ce sont des jeunes animaux, en particulier des femelles. Il se retrouvera donc dans l'obligation de trouver une solution, souvent l'achat, pour remplacer ces animaux. Le coût des traitements curatifs impacte également l'économie de l'exploitation, car les traitements sont généralement assez onéreux. Une fois l'animal guéri, il ne pourra pas produire tout de suite car de nombreux traitements nécessitent un délai de retour à la consommation plus ou moins long. Cette période d'absence de production engendre également des pertes économiques, surtout si une importante majorité du troupeau est touchée. Les maladies affectent également le fonctionnement général de l'exploitation. En effet, elles engendrent des conséquences sur le moral des éleveurs qui voient ces animaux malades. Il faut également qu'ils repensent le schéma de l'exploitation si la maladie est contagieuse pour que les animaux contaminés n'infectent pas le restant du cheptel. Les maladies ont donc un très gros impact sur les exploitations agricoles. C'est pour cela que les exploitants essayent au maximum de limiter ces maladies en faisant des actions de prévention. Un des premiers piliers de la gestion des maladies en élevage est la prévention. Qui ne connaît pas le proverbe « mieux vaut prévenir que guérir ». L'ensemble des mesures à prendre pour éviter l'apparition des maladies, leur aggravation ou leur propagation s'appelle la prophylaxie. La prophylaxie peut être médicale comme la vaccination, mais également sanitaire. La prophylaxie sanitaire consiste à éviter le contact entre l'animal et l'agent pathogène en réduisant les sources et leur action sur le milieu. La prophylaxie médicale est l'ensemble des mesures rendant l'animal résistant ou insensible à un ou plusieurs agents pathogènes. Voyons quelques méthodes de prophylaxie médicale. La chimioprévention, la vaccination, l'utilisation de sérum ou de colostrum ou encore la sélection génétique d'animaux plus résistants. Je vais maintenant vous parler de la prophylaxie sanitaire. Donc un environnement sain est la clé pour participer à la bonne santé des animaux d'élevage. Certaines maladies peuvent être évitées grâce à une bonne gestion des bâtiments et de l'atmosphère dans laquelle vivent les animaux. La prophylaxie sanitaire est donc l'ensemble des mesures empêchant l'animal de rencontrer l'agent pathogène. L'hygiène est l'un des premiers remparts contre les maladies. Il est donc important de maintenir les litières propres en renouvelant régulièrement la paille ou la sciure et en raclant les stabulations le plus souvent possible. Il est également primordial de nettoyer et de désinfecter les installations comme les équipements de traite ou les abreuvoirs. La qualité de l'air dans les bâtiments est également indispensable pour limiter les maladies respiratoires et pour garantir une bonne atmosphère. Des bâtiments bien ventilés, sans courant d'air et avec un taux d'humidité correct garantissent une bonne atmosphère de vie. Une bonne gestion de la luminosité et de la température est également un critère important qui permet de limiter le risque de stress thermique. La gestion des espaces et de la densité des animaux permet de diminuer les sources de stress. Il est nécessaire de respecter le nombre de mètres carrés recommandés pour chaque animal afin qu'ils aient assez de place pour bouger librement, mais également d'organiser l'espace pour que l'accès à la nourriture et à l'eau ne soit pas une source de stress. Il est également important de séparer les individus malades dès les premiers signes de mal-être pour limiter la propagation des infections. Enfin, une prévention des maladies passe par une surveillance active et attentive de la part des éleveurs. L'observation quotidienne des animaux permet de détecter les signes précoces d'une maladie et donc de limiter sa propagation et de la traiter le plus tôt possible.
En résumé, une bonne gestion de l'environnement d'élevage repose sur l'hygiène des équipements et de la stabulation, une bonne ventilation du bâtiment et une surveillance régulière des animaux. Prendre soin de cet environnement permet de prévenir l'apparition des maladies, mais également d'améliorer le bien-être et la production. Si toutefois la prophylaxie n'a pas fonctionné et que les animaux présentent des signes de maladie, il est important d'observer les animaux malades pour essayer d'établir un diagnostic. Il est tout d'abord nécessaire de repérer le ou les animaux malades, d'observer leur comportement, donc leur appétit, rumination, respiration et leur déplacement. L'observation des déjections est également importante, donc il faut regarder leur aspect, leur fréquence, leur couleur et leur consistance. Après observation, il est recommandé de poursuivre l'examen en prenant la température de l'animal pour vérifier si l'animal a de la fièvre ou non. L'examen et l'intervention de l'éleveur ne suffit pas toujours à exterminer la maladie. La visite d'un vétérinaire et la prescription de médicaments peut être nécessaire. Pour l'administration des médicaments, il est important de respecter les conditions d'application et les délais de retour à la consommation. En conclusion, la santé d'un troupeau réside dans l'équilibre d'un système composé de l'animal, du milieu et de l'agent pathogène. Pour illustrer cette vidéo, nous allons vous présenter la paratuberculose. Pour cela, nous allons vous présenter un témoignage d'un agriculteur ayant la maladie sur son troupeau de caprins et d'une technicienne du GDS. Donc, la paratuberculose, à l'origine, c'est une mycobactérie, Paratuberculosis, qui fait partie de la grande famille des mycobactéries comme la tuberculose. Alors, on l'appelle paratuberculose parce qu'on peut avoir des réactions croisées avec la tuberculose. C'est pour cette raison. Mais sinon, ça fait partie de la même famille que la tuberculose, y compris la lèpre. En fait, ça en fait des bactéries, des mycobactéries qui sont hyper résistantes dans l'environnement, mais au soleil, à beaucoup de produits chimiques. On la retrouve donc dans les matières fécales, donc dans l'environnement des animaux directs. On peut la retrouver aussi dans l'eau, dans les pâtures. On la retrouve aussi dans le lait, c'est assez rare, mais c'est possible aussi. Et on peut la retrouver dans la viande. Donc on la retrouve dans beaucoup d'endroits différents. Donc cette mycobactérie nous pose problème parce qu'en fait, elle infecte les animaux, les petits ruminants, les ruminants et d'autres animaux encore. La faune sauvage aussi peut être contaminée. Donc, je travaille principalement, donc je suis ingénieur conseil au GDS, je travaille depuis 30 ans sur la paratube et on travaille principalement en bovin. Donc, on a travaillé dans l'élevage où on est ici, principalement sur les chèvres en lien avec une étude avec Biocellal. Donc, la paratuberculose, globalement, ça fait quand même pas mal de signes cliniques. La contamination, elle se fait par voie orale, surtout sur des jeunes animaux, plus jeunes que donc à la naissance. Et ensuite, on a une contamination qui est plus faible après. Alors, il faut savoir qu'en fait, la contamination, elle se fait parce qu'on a un intestin, donc les jeunes ont un intestin qui est hyper perméable. C'est pour ça que le colostrum passe. Et c'est pour ça aussi que les mycobactéries en question, la paratube, passent aussi très facilement sur les jeunes. C'est pour ça qu'on dit que les jeunes sont plus sensibles. Mais il est aussi possible d'avoir une contamination après si on a une alimentation qui n'est pas en adéquation avec les besoins de l'animal. Donc on parle d'énergie, l'équilibre énergie-azote. Et quand on a une irritation intestinale, que ce soit une acidose, que ce soit une alcalose ou une inflammation intestinale, on a une perméabilité intestinale. Et cette perméabilité intestinale permet d'avoir une rentrée possible des bactéries, des mycobactéries dans le sang des animaux. Et quand elle est dans le sang des animaux, en fait, on se rend compte que c'est trop tard. Le système immunitaire n'est pas en mesure de lutter contre ça. Et en fait, l'animal va être malade. Mais l'incubation, elle est hyper longue. Donc l'incubation, elle va se procéder. En général, les jeunes animaux ne peuvent pas être malades. La maladie se déclare à partir de 18, 24, voire plus tard. Et la maladie se déclare principalement aussi si on a un problème alimentaire, principalement. Donc plus on a un système digestif qui fonctionne bien, avec une alimentation correcte, avec de l'énergie et de l'azote, moins on a de risques cliniques. Il faut vraiment avoir une continuité alimentaire, il faut avoir une stabilité alimentaire, quelque chose de tranquille et adapté aux animaux. Si on a un déséquilibre ou quelque chose de non adapté aux animaux, eh ben on a des facteurs de risque de déclenchement de la maladie. Et là, quand on a des déclenchements de maladie, donc on peut avoir, alors en petits ruminants comme en chèvre, on a plutôt un amaigrissement des animaux, très peu de diarrhée et avec une mortalité très rapide. Alors elle peut être longue comme rapide. Et en bovin,
on aura une excrétion qui sera intermittente de la mycobactérie par les fesses, mais on a la maladie aussi qui excrète de façon intermittente. L'excrétion étant intermittente, la maladie va se déclencher, va être grave à un moment donné, parce qu'en fait, l'intestin qui est devenu complètement imperméable aux nutriments, puisqu'il est tellement érodé à cause de la maladie, que en fait, elle devient un tuyau complètement imperméable. Ça veut dire en fait que l'animal va continuer à manger, donc elle fait pas de fièvre, puisque c'est pas une maladie qui reconnaît comme quelque chose d'intrusif, puisqu'elle l'a depuis longtemps, cette maladie-là en elle, la bête. Donc en fait, il va plus y avoir d'absorption des minéraux, il va plus y avoir du tout d'absorption ni d'eau, ni de minéraux, ni de nutriments, parce que ça va ressortir directement, ce qui fait que l'animal va mourir de faim et de soif. Donc il va finir par s'assécher tout seul. C'est triste comme maladie et c'est fatal. On n'a pas moyen de guérir un animal atteint de paratuberculose. Nous sommes une exploitation laitière, on est en Guérec à 4. Bon, on a une partie dont on parlera pas là, mais de vaches laitières, des Montbéliardes. Et puis on a une partie d'exploitation caprine, on a 100 chèvres et puis on en transforme une bonne partie. Une petite partie de la production est livrée à une fromagerie artisanale. Bon, les chèvres, ce sont des alpines chamoisées et puis j'ai quelques croisées alpines chamoisées Lorraine. Moi, je pense que, au vu de ce qu'on a entendu, on devait avoir ça peut-être depuis un certain temps, mais on s'est rendu compte de ça en 2019, suite à des pertes relativement importantes. Donc, on a fait des analyses de sang, on a cherché si ça pouvait venir de la, je sais plus quoi, leptosporiose, la néosporose, enfin on a la fièvre Q. Mais bon, on n'avait pas d'avortement, on n'a jamais eu d'avortement, donc géré avec le GDS des Vosges, et c'est eux qui m'ont dit que c'était la paratuberculose. Alors on avait avant, mais avant de détecter ça, j'avais déjà constaté des choses un peu bizarres, quoi, avec les mêmes symptômes que la paratuberculose, mais je pensais que c'était des chèvres qui étaient parasités. Comme on les sortait encore pas mal à l'époque. Donc je les déparasitais une fois, je recommençais 6 semaines après, puis ça continuait à maigrir. Et puis elles mangeaient quand même, elles avaient de l'appétit, mais elles reprenaient jamais d'état, et puis ça terminait... Elle maigrissait, puis elle mourait. L'impact qu'il y avait, c'est que oui, on ne savait pas combien on allait perdre d'animaux, quoi. Parce que les premières années, on a eu des gros pourcentages de pertes. Hein. Au niveau du taux de renouvellement, on savait jamais vraiment combien on allait en perdre au début. On a eu un impact économique. Par contre, ça n'influait pas sur la reproduction. J'en avais des toutes maigres, tu les mettais au bouc, ça remplissait bien. Et oui, c'était le taux de mortalité, puis subi, quoi. Comme je l'ai déjà souligné, elle montait en salle de traite, elle mangeait bien, et puis subitement, elle ne mangeait plus les concentrés. Donc une chèvre qui mange plus ses concentrés, c'est vraiment qu'il y a un problème. Et puis, elles maigrissent. Et puis, bon, après, la maladie peut évoluer plus ou moins vite. J'en avais qui mouraient au bout de 6 semaines, et puis il y en a 6 mois après, elles étaient encore là. Mais bon, de toute façon, on ne peut plus les traire, et puis il n'y a plus de lait. Alors ça, c'est le problème de détecter les animaux. On a vu avec le GDS, on a fait une première fois avec des prises de sang. Mais les résultats sont
pas fiable à 100% parce que ça dépend à quel moment on fait la prise de sang et à quel stade est la maladie. Donc après, on avait refait une étude comme le GDS nous avait expliqué avec un laboratoire qui avait fait, on avait fait simultanément le sang, les bouses, et on avait prélevé, elles étaient venues pendant la traite, on avait prélevé du lait à chaque chèvre. Et après, le labo a fait son étude et nous, on savait qui était positif, qui était négatif. Et bon, ben, après, la gestion est compliquée parce qu'il faut plein de box pour les isoler, quoi. Et on s'en est sorti plus ou moins comme ça. Mais bon, c'est toujours en amélioration en faisant comme ça, parce qu'on a fait... Après, ils se sont aperçus que l'analyse physiologique, je crois qu'on en a fait 3 fois avec le sang, n'était pas fiable à 100%, mais qu'elle était quand même très fiable. Donc on a continué comme ça pour une histoire de coût. Parce que sinon, 100 chèvres à 30 €, les analyses de crottes, ça faisait 3 000 € à chaque fois, c'était pas trop envisageable. Une prise de sang, je crois que c'est 6 €, 6-7 €, donc là ça allait. Et puis on a renouvelé plusieurs fois, puis à chaque fois on retirait les positifs. Et puis là, maintenant on trouve qu'on stagne, même dans les négatives, il en ressort encore quelques fois des positifs. Donc là, sur les conseils du GDS, eh ben, on a décidé en demandant l'autorisation au service vétérinaire, en faisant une lettre, une demande, appuyée par le vétérinaire traitant, plus le GDS, parce que c'est un vaccin espagnol, je crois. On a eu l'autorisation, puis on a vacciné l'année dernière, pas 2024, puis on va continuer. Notre rôle au GDS, c'est d'aider les agriculteurs à s'en sortir au niveau de la paratuberculose dans le cheptel. Donc on va proposer de faire des analyses, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a une gestion globale du système d'élevage qui va faire qu'on va essayer de gérer aussi les facteurs de risque. Comme je vous ai dit que le facteur de risque majeur, c'était l'alimentation, et c'est ce qu'on est venu faire aujourd'hui, c'est essayer de voir si l'alimentation peut être un facteur de risque dans cet élevage-là. Et en bovin, on fait pareil, c'est l'alimentation des jeunes, l'alimentation des adultes. Donc on s'assure en fait que au niveau global, tout le système fonctionne bien. Mais il y a aussi la gestion du logement, la gestion des naissances, qui fait qu'on a une contamination potentielle des animaux. Donc nous, on va aussi, en plus de cette gestion globale, donc c'est des audits diagnostiques d'élevage sanitaire qu'on fait dans les élevages qui sont atteints, on va aussi préconiser des analyses ciblées sur la sérologie, plutôt, alors peu en élevage bovin, mais plutôt en élevage petit ruminant, parce que c'est pas très coûteux la sérologie. Par contre, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'excrétion, puisque l'excrétion, c'est ce qui contamine. L'excrétion, c'est ce qui contamine les animaux. Donc quand les animaux excrètent dans l'environnement par les bouses, ils excrètent par les bouses, par le lait aussi. Quand on a une excrétion, en fait, c'est ça qui contamine. Donc nous, ce qui nous importe le plus, c'est l'excrétion. Et c'est ce qu'on a essayé de gérer ici. Grâce à une étude, on a pu faire des analyses au départ qui nous ont fait vraiment quelque chose de global en termes d'analyse. On a pu trier, donc on avait demandé... Ça a dégrossi le travail. Voilà, on a bien trié les animaux positifs des animaux négatifs. Mais bien qu'on ait pu trier ça, on a recommencé de recontrôler les lots négatifs. Et malgré tout, voilà. Et on en détectait encore régulièrement. Et pour finalement, on a dit, de toute façon, on va essayer de mettre en place une vaccination, ce qui est hyper rare. Il y a très peu d'élevages qui vaccinent aujourd'hui dans le département des Vosges. On préfère essayer de gérer autrement qu'en vaccinant. Mais si on n'a pas le choix, on va devoir le faire aussi. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Et donc il va pas voir discuter après de ce qu'il constate. Voilà. Merci beaucoup. La vidéo sur les maladies est maintenant terminée. Nous avons vu que différents facteurs influent les maladies, mais qu'il existe aussi des moyens pour lutter contre ces maladies. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et à bientôt pour de prochaines vidéos.